Avons-nous vraiment une nouvelle fenêtre de lancement dans moins de 2 semaines pour le Starship Super Heavy de SpaceX? C'est assez rare, mais il semblerait que la NASA met de la pression sur Elon Musk. Ici, on parle du présent, vos nouvelles du spatial, du passé. Cette semaine, on parle d'un F-15 qui détruit un satellite. Vous allez mieux comprendre l'aviation, le cosmos et ma fascination de la semaine. Bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! Let's go. Autopilot activated. Les préparatifs sont en cours à la Starbase pour le deuxième vol du Starship Super Heavy avec Booster 9 qui devrait revenir au site de lancement après l'installation de son anneau, le hot staging, la séparation. Et comme vous le savez déjà, la NASA a déclaré la semaine dernière que la mission Artemis 3 pourrait être différente. Oui, le Starship lunaire de SpaceX ne sera probablement pas prêt d'ici la fin 2025 pour permettre à un équipage d'atterrir sur la Lune. Ouais, de la pression de la NASA, mais ça c'est du déjà vu, mais à SpaceX... Et la NASA envisagerait donc un report du retour des Américains sur la Lune. Ça serait une sorte de transformation de la mission Artemis 3 en une mission habitée en orbite lunaire. Mais voilà que SpaceX nous a fait savoir que les prochaines tentatives du deuxième vol d'essai du Starship sont planifiées à partir du 31 août. À partir du 31 août. Il y a quelques jours, SpaceX a transmis à la FAA son rapport final sur son échec partiel du premier vol pour déterminer exactement ce qui s'est passé le 20 avril puis les mesures à prendre pour augmenter les chances d'une réussite sans danger. Et de longues fermetures de route ont été signalées pour la semaine prochaine, indiquant la probabilité que SpaceX mène une deuxième série de tests Spin Prime et Static Fire. Et si ces tests se déroulent comme prévu, bien le Ship 25 reviendra ensuite pour être empilé au sommet du Booster 9, ce qui permettra des vérifications d'ajustement avec le Chip Quick Disconnect ou SQD, qui est maintenant plus haut sur la tour pour répondre à la hauteur supplémentaire du hot staging installé. Et cet anneau permettra la séparation du Starship avec le booster en vol, alors que le Raptor va allumer quelques moteurs, et bien le booster, lui, il va en avoir juste 3 allumés à régime réduit. Et ce système remplacera une séquence de séparation plus ancienne et on va se le dire plus compliquée. Un cryo complet suivra, puis tous les regards sont tournés vers la FAA pour son feu vert pour reprendre les opérations de lancement sur la base de leur découverte relative au vol inaugural du Starship. Et le Ship 25 est actuellement situé dans le Garden Rocket avec des tuiles ajoutées à ses points de montage qui amènera le véhicule dans sa configuration de vol. Et pendant ce temps, le Ship 28 est au stand d'installation des moteurs à proximité pour faire installer ses moteurs Raptor. Et en gros, les ships utilisent actuellement 3 moteurs Raptor au niveau de la mer et 3 moteurs Raptor Vacuum avec des buses plus grandes. Et cette préparation suggère que, le Ship 28 pourrait être le prochain à voler après le Ship 25. Et du côté du HLS ou Human Landing System, l'atterrisseur lunaire, eh bien, il y a une pancarte indiquant le nez du Ship 22 comme un Arctic HLS qui a été repéré, ainsi qu'une porte à taille humaine au bas du nez. Et ensemble, ça semble indiquer que le nez est en train d'être transformé en une maquette, avec un intérieur représentatif pour le programme HLS destiné à faire atterrir les astronautes Artemis 3 et Artemis 4 sur la surface de la Lune. C'est certain qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant d'envoyer des astronautes sur la Lune, mais la maquette du nez du Ship 22 laisse entendre que le travail sur le programme entre dans une phase plus avancée. Et tandis que, le processus de remplissage orbital et de nombreux autres aspects des atterrissages lunaires humains du Starship doivent être encore démontrés. De toute façon, la prochaine étape immédiate nécessaire pour les vols d'essai HLS ou toute autre mission Starship, c'est le deuxième vol d'essai du Starship Super Heavy complet. Alors que les fermetures de route et la zone de danger sont des signes positifs pour un lancement dans un avenir proche, l'approbation de la FAA pour le retour en vol du Starship Super Heavy doit encore être accordée, mais attention, les Chinois sont là et mettent de la pression. Et la Russie? La Russie, de la pression. Ils ont essayé de faire vite. Il n'était pas allé sur la Lune depuis 76. Grosse pression. Lockheed Martin et la NASA travaillent 24 heures sur 24 pour maintenir la date de la mission Artemis 2 qui est prévue l'année prochaine.
Le vaisseau spatial Orion de la mission Artemis II est sur le point d'être assemblé et testé dans les installations de production du Kennedy Space Center du maître d'œuvre Lockheed Martin. Après un dernier test autonome sur le module d'équipage Orion, il devrait être couplé au module de service à la mi-septembre. Et s'il n'y a pas de problème dans les mois de tests restants, Lockheed Martin pense pouvoir terminer son travail d'ici la fin avril de l'année prochaine. La NASA prévoit Artemis II comme une mission de survol lunaire d'une semaine et demie. Ce sera le premier vol d'essai en équipage pour Orion puis le système de lancement SLS. Et pour l'instant, malgré les quelques semaines de retard accumulé, le lancement est toujours prévu à la fin novembre 2024. Et les modules d'équipage et de service doivent être assemblés en septembre pour se préparer pour le vol. Et Artemis II devrait être un vol d'essai de survol lunaire de 10 jours et la première mission en équipage pour Orion et SLS. Le vaisseau Orion de la mission Artemis II est le troisième vaisseau spatial de vol construit et la première mise en œuvre complète du matériel et des logiciels pour prendre en charge un équipage de 4 personnes jusqu'à 21 jours. Il y a de nouveaux composants comme les écrans, les commandes et les composants du système de contrôle environnemental et de survie. Et la mi-septembre sera donc le moment où le processus de plusieurs mois d'intégration des deux modules commencera. Les modules sont physiquement boulonnés ensemble, puis il y a aussi un ombilical qui relie toutes les lignes électriques de données et de fluides. C'est normal, il faut qu'ils soient capables de communiquer entre eux. Et une fois ceux-ci connectés, vous devez vous assurer que tous les composants et interfaces entre le module d'équipage et le module de service fonctionnent comme ils le devraient. Par exemple, les bons propulseurs se déclenchent lorsque vous obtenez la bonne entrée de capteur. Et la vérification finale des modules d'équipage et de service assemblés, c'est un test de vide qui a été utilisé pendant les missions Apollo, mais modernisé pour Orion. C'est une énorme chambre à vide qui a été rénovée récemment. Et selon la NASA, c'est un calendrier agressif, mais c'est l'objectif, puis il y a encore du chemin pour y arriver. Et si les tests sont exécutés à temps et que rien n'a besoin d'être fait, ce sera probablement un feu vert pour la suite. Bref, la date cible reste toujours inchangée malgré les quelques semaines de retard. Let's go la NASA! Vous êtes capable, mais oui. La sonde russe Luna 25, qu'on parlait la semaine dernière, s'est finalement écrasée sur la Lune après une manœuvre en orbite. Une déclaration publique de ce matin a confirmé qu'une anomalie lors d'une manœuvre du 19 août pour abaisser l'orbite de Luna 25 avait entraîné l'impact du vaisseau spatial sur la surface lunaire. Le vaisseau spatial devait tenter un atterrissage lunaire en douceur le 21 août près du cratère Boguslavski. Peux-tu répéter, hein? Boguslavski, qui est situé à environ 70 degrés de latitude sud, à proximité de la région polaire sud de la Lune. Luna 25 avait reçu l'ordre d'allumer ses moteurs pour envoyer le vaisseau spatial sur une orbite de pré-atterrissage autour de la Lune, et la manœuvre prévue était cependant anormale. Oui, il y a une situation d'urgence qui s'est produite à bord de la station automatique, et ça n'a pas permis d'effectuer la manœuvre avec les paramètres spécifiés, puis le contact a été perdu avec le vaisseau spatial. Les mesures prises les 19 et 20 août pour établir le contact avec Luna 25 n'ont pas abouti, puis une analyse préliminaire a révélé qu'un écart des paramètres réels de l'impulsion par rapport à ceux calculés a entraîné la collision du vaisseau spatial avec la surface lunaire. La mission Luna 25 a été lancée sur une fusée Soyouz 2.1B depuis le cosmodrome de Vostochny en Extrême-Orient russe le 10 août. Et la mission a subi de longs retards dus à des problèmes techniques puis à des contraintes de ressources. Il transportait un certain nombre de charges utiles scientifiques, mais était principalement un démonstrateur technologique pour les futurs atterrissages lunaires plus tard dans la décennie. Et finalement, on s'entend, c'était pas une très bonne démo. Le précédent atterrissage lunaire du pays était Luna 24. Ça, c'était une mission de retour d'échantillons de l'ère soviétique en 1976. Luna 25 a été décrit dans les médias comme étant une course avec l'atterrisseur indien Chandrayaan 3 pour se poser près de la région polaire sud de la Lune. Et Chandrayaan 3 a réussi à baisser son orbite lunaire le 19 août pour se préparer pour une tentative d'atterrissage à une latitude similaire à Luna 25. Et la sonde indienne y déposera un petit rover conçu pour parcourir environ 500 mètres avec une durée de vie limitée à seulement quelques jours. Et l'atterrissage de Chandrayaan 3 est prévu le 23 août cette semaine. Une autre mission, le Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM de l'agence spatiale japonaise JAXA, devrait être lancée le 25 août. Mais en attendant Chandrayaan 3, attention au morceau de Luna 25. À l'aide des données d'InSight, la sonde qui est sur Mars et qui ne fonctionne plus, les scientifiques ont découvert que la planète Mars tournait plus vite. En décembre 2022, la NASA a perdu le contact avec son atterrisseur Mars d'exploration intérieure à l'aide d'enquêtes sismiques, de géodésie et de transport de chaleur. Oui, InSight, qui fonctionnait sur la surface martienne depuis un peu plus de 4 ans déjà.
Et depuis que la mission d'InSight a été déclarée terminée, eh bien, les scientifiques ont continué à analyser les données recueillies par l'atterrisseur puis ont fait des découvertes passionnantes. Et une équipe de scientifiques a récemment publié des recherches qui démontrent que la vitesse de rotation de Mars augmente. Et les mesures montrent même que Mars vacille en raison du mouvement du noyau de métal en fusion de la planète. Oui, l'augmentation de la vitesse de rotation correspond à la durée du jour martien, diminuée d'une fraction de milliseconde par année. Et bien que l'accélération, vous allez être d'accord, est assez faible, eh bien les scientifiques sont toujours pas d'accord sur la cause. Et un scénario, eh bien, ça serait la glace accumulée sur les calottes glaciaires polaires ou bien l'élévation des masses continentale après avoir été enfouie sous la glace. Mais c'est qu'un changement significatif de la masse d'un corps planétaire, ça a une influence sur sa vitesse de rotation. Bref, l'équipe continuera d'analyser les données dans l'espoir d'en savoir plus sur la rotation, le noyau et d'autres caractéristiques planétaires de Mars. Et bien que la mission d'InSight soit terminée, eh bien les données incroyables qu'elle a recueillies au cours de sa mission de 4 ans continueront de permettre aux scientifiques de faire des découvertes révolutionnaires dans la science planétaire. Le 13 septembre 1985, le major Doug Pearson est entré dans l'histoire en abattant un satellite dans l'espace à l'aide de son avion F-15. Le 13 septembre 1985, le major Wilbur Pearson a lancé un missile au-dessus de l'océan Pacifique, puis il était dans une montée verticale volant un peu moins de Mach 1, puis il était à 36 000 pieds. Le missile a rugi vers sa cible, le satellite Solwind P78-1, se déplaçant à plus de 28 000 km/h. Et alors que le missile disparaissait de sa vue, eh bien, tout ce que Pearson pouvait faire, c'était d'attendre. Et pour la première fois de l'histoire, un satellite avait été tiré hors de l'espace par un avion. Puis ça reste un moment unique dans la course compliquée et en constante évolution entre les puissances spatiales rivales. Et en 1978, en réponse au système ASAT ou anti-satellite des Soviétiques, l'administration Carter a lancé le programme qui a conduit au tir du Major Pearson. Et son armement était composé d'un missile à plusieurs étages ASM-135 développé par LTV Aerospace. L'arme ASM-135 était basée sur 3 composants fondamentaux. Eh bien, il y avait l'avion pour faire voler le missile en altitude, agissant essentiellement comme son premier étage, puis le missile lui-même qui avait 2 étages qui lançait le miniature Homing Vehicle ou MHV, le petit engin autonome qui entrerait en collision avec un satellite venant en sens inverse. Et la technique s'appelle Kinetic Hit to Kill. Aucun explosif était nécessaire, juste l'énergie libérée par la collision de 2 engins spatiaux se précipitant l'un vers l'autre à des vitesses de rapprochement de près de 11 000 mètres par seconde. Et l'émission a été effectuée depuis la base aérienne d'Edwards à l'aide d'un avion F-15 anti-satellite. Le programme ASM-135 a commencé les tests en 1982 et Pearson et 4 autres pilotes ont été formés pour effectuer la mission. Puis contrairement à l'image propagée, un avion décolle et fait exploser un satellite, ben non, il y avait beaucoup de préparation au préalable. On parle d'une centaine de vols par pilote. Il y avait des profils pour les missions subsoniques et supersoniques selon la vitesse de lancement dont le missile aurait besoin pour toucher des cibles en orbite à des altitudes plus élevées ou plus basses. Mais le timing était le facteur le plus important pour s'assurer que le missile avait sa rencontre avec le satellite cible. Le pilote décollait et survolait ce qu'on appelle des waypoints, puis un ordinateur de bord lui disait où aller et quand y être. Il fallait des compétences de vol précises pour arriver au point et finalement être dans la position, la vitesse et l'attitude nécessaires au lancement. Et le moment est venu 3h30 après le décollage de Pearson. Oui, à 30 000 pieds ou 9 144 mètres, et puis en vol en palier, Pearson a allumé le post-combustion, a accéléré l'avion à Mach 1,3 et s'est engagé dans une montée à 60 degrés. Et le F-15 a ralenti à Mach 0,96 au début du compte à rebours, puis à 0, Pearson a appuyé sur le bouton. Et le missile s'est séparé. Le F-15 était soudainement plus léger de 1360 kg. Ouais, c'était très pesant, ce fameux missile. Et Pearson effectua un roulis pour voir le tir de la roquette. C'était juste une belle vue de voir le missile suspendu là et la flamme sortir du moteur de la fusée. Et le véhicule à tête chercheuse miniature s'est séparé du 2e étage du missile. Son capteur infrarouge trouva la cible. Et à cette époque, toucher une balle avec une balle, ça semblait impossible. Le programme F-15 ASAT a clairement démontré qu'un objet à grande vitesse, plus rapide qu'une balle, pouvait être guidé vers un impact précis sur un autre objet encore plus rapide. Mais le programme ASM-135 n'a eu que 2 vols supplémentaires l'année suivante, avant que le Congrès ne coupe son financement. Puis là, vous allez me dire, OK, c'est beau abattre des satellites pour prouver à l'ennemi qu'on a l'armement et les capacités de nous défendre, mais les conséquences, oui, il y en a eu. Une conséquence secondaire de la fusillade a été les 285 débris créés par la collision, puis il a fallu près de 19 ans pour que tout ça rentre
dans l'atmosphère. Et l'équipe était certainement consciente que les débris spatiaux flottants se propageraient et mettraient des années à tomber hors de l'orbite. Mais l'attitude envers les débris était un peu plus, ou je vous dirais un peu trop, décontractée à l'époque. On a vu ce que ça a donné. En 2007, un missile Assad chinois a détruit à partir du sol un satellite météorologique vieillissant, créant 3000 débris, un immense champ qui a provoqué l'indignation internationale. Et le test a également remis en question la perception selon laquelle les États-Unis dominaient l'espace. Et puis c'est malheureusement toujours d'actualité parce que la Russie a également fait exploser un satellite en 2021. Un énorme nuage de débris dangereux avait mis en danger la Station spatiale internationale. Les concepts Assad actuels, qui n'utilisent pas le hit to kill, incluent l'utilisation de lasers pour aveugler ou éblouir les satellites, puis le brouillage des signaux de liaison montantes et descendantes d'un satellite. Et le développement récent d'armes hit to kill a ciblé des objets suborbitaux de sorte qu'il n'y aurait pas de débris en orbite. Et du côté de notre histoire, le même F-15 Alpha que Pearson a piloté dans sa mission anti-satellite historique a été piloté 22 ans plus tard par son fils, le capitaine Todd Pearson, dans un vol commémorant l'événement. Cette semaine, dans ma section aviation, je réponds à quelques questions générales. Donc, si vous avez déjà des connaissances dans l'aviation, il y en a beaucoup qui sont pilotes qui suivent la chaîne, n'hésitez pas à sauter les chapitres. Oui, il y a des chapitres dans la description. Comment démarrer les moteurs d'un avion? Ah non, pas vraiment. Seuls les petits avions ont besoin d'une clé. Oui, dans le cockpit, un sélecteur est envoyé du côté requis et nous appuyons sur un bouton Start. Jusque-là, c'est facile. L'énergie électrique est prise d'un GPU, ou si vous préférez un Ground Power Unit, ou d'un EPU, un Auxiliary Power Unit. Ça, c'est une petite turbine à carburant dans la queue de l'avion. Ou en dernier recours, si vous avez des opérations dans des endroits isolés comme nous, dans le nez de l'avion, oui, avec les batteries. La séquence de démarrage est entièrement automatique, excepté l'admission du carburant. Puis étant donné que c'est un moteur à turbopropulseur, donc avec une turbine, c'est important d'avoir assez d'air qui entre dans le moteur avant d'injecter du carburant. Sinon, ça va chauffer. Oui, c'est un mélange air-essence qu'on allume, un peu comme votre barbecue. Et de mon côté, je pilote des Dash 8 300. C'est un avion extraordinaire pour ce qu'on a effectué. Mais en gros, c'est l'un des avions les plus gros à pouvoir atterrir sur des pistes courtes et contaminées. Une cinquantaine de passagers sur du gravier et de la neige, il faut freiner. Donc, des hélices, mais avec un moteur à turbine. C'est pas un piston, là. Et c'est pour ça que nous appelons ça des turbopropres. Je vais vous faire un chapitre entier sur les moteurs prochainement, donc n'oubliez pas de continuer à suivre la chaîne. Et pour ce qui est des avions de ligne standard avec des moteurs qu'on appelle turbofans, en gros, c'est une fan au lieu d'une hélice. C'est un peu le même principe dans le cockpit. Par contre, le démarrage des moteurs, il est effectué à l'aide d'air comprimé fourni par le groupe auxiliaire de bord ou les PU comme on parlait. Mais les avions les plus récents, comme les Boeing 787, ont un démarrage électrique, un peu comme le Dash 8. Et le démarrage des moteurs est souvent effectué par le commandant, mais dans certaines compagnies, comme exemple Air Canada, il est effectué par le copilote. Et en passant, ça c'est important, écoutez bien ça, commandant, copilote, chacun fait son leg ou son parcours ou son vol. Si le commandant effectue le vol, exemple Montréal-Coudjouac, le copilote va faire le retour Coudjouac-Montréal. L'un vole et l'autre effectue tout le reste du travail, exemple la programmation, les communications. Alors mes amis, lorsqu'un pilote va vous dire qu'il est copilote, la dernière chose qu'il faut lui demander, c'est quoi? Quand sera-t-il un vrai pilote? C'est ça. Parce que oui, copilote, commandant, on est tous des pilotes. Et pour ce qui est du taxi, c'est le commandant qui a le volant, alors c'est lui qui enlève le parking brake. En français, s'il vous plaît. Désolé, il a raison, le frein à main. Et au sol, on dirige les avions moyens de ligne servant à orienter la roue avant, excepté au nord du Québec, bien sûr, il n'y a pas vraiment de ligne. Et habituellement, l'atterrissage est plus difficile que le décollage, mais les deux cas présentent des défis. Au décollage, les pilotes se concentrent sur les performances de l'avion. À tout décollage, l'équipage se réfère à une vitesse de décision appelée V1. C'est un peu comme la lumière jaune d'un automobiliste. Faut-il s'arrêter ou continuer? Le simulateur, c'est le meilleur outil pour s'entraîner à prendre la meilleure décision. Et peu importe le type d'avion, les moteurs sont extrêmement puissants. Ils peuvent produire une poussée plus grande que requis pour le décollage. On décolle rarement à plein régime. Les pilotes de ligne réduisent la poussée en entrant dans l'ordinateur de gestion de vol une température extérieure supérieure à la vraie. Et la fausse température force les moteurs à imiter la poussée qu'il faudrait si la pression atmosphérique était moindre. Et en plus, réduire la poussée limite l'usure des moteurs, économise du carburant et atténue le bruit. Et puis pendant la montée, vous pouvez entendre un léger grondement quand les moteurs augmentent leur poussée. Parce qu'en général, plus un avion va lourd, plus il consomme efficacement le carburant. Et s'il est lourd, les pilotes doivent attendre qu'il soit plus léger en consommant suffisamment de carburant pour pouvoir monter en altitude. C'est ce qu'on appelle une montée en palier.
Et un avion de ligne qui effectue un vol long courrier peut prendre des heures avant d'atteindre son altitude maximale. Et à l'atterrissage, le plus grand défi, c'est la météo. Visibilité réduite, nuages bas, piste glissante ou courte et vent traversier. À chaque semaine, je réponds à une question Cosmos. La semaine dernière, nous parlions que des microbes pouvaient s'installer dans la roche et survivre à un voyage entre planètes. Eh bien, cette semaine, je vous pose cette question. Est-il possible que la vie puisse résister à un voyage entre étoiles, d'une étoile à l'autre, une odyssée interstellaire? Le mystère de la vie, c'est une fascination grandissante car personne ne peut affirmer connaître l'origine de la vie. Et du côté des étoiles, elles sont environ 1 million de fois plus éloignées les unes des autres que les planètes entre elles. L'espace est tellement vaste qu'il faudrait des milliards d'années pour qu'une roche éjectée de la Terre entre en collision avec une autre planète en orbite autour d'une étoile. Et le moindre microbe pourrait pas survivre aux radiations cosmiques d'un voyage aussi long. Mais il existe actuellement quelques scénarios plausibles. Et aujourd'hui, je vous parle de celui selon lequel la vie pourrait s'étendre d'un système solaire à un autre selon la méthode utilisée par les aigrettes de pissenlit. Parce que vous le savez déjà si vous avez un gazon, et les pissenlits se multiplient très rapidement. Les graines de pissenlit sont propagées sur plusieurs kilomètres. Au cours de leur vaste ellipse autour du centre de notre Voie lactée, les étoiles sont attirées par les forces de gravitation. Notre Soleil met environ 225 millions d'années pour effectuer une seule orbite. 225 millions d'années pour faire un seul tour, c'est pas rien. Et pendant chaque révolution autour de notre galaxie, notre système solaire traverse 2 ou 3 nuages interstellaires gigantesques, mesurant plusieurs années-lumière de diamètre. Et les galaxies sont des pouponnières de monde. Notre Voie lactée abrite plus d'une centaine de vastes nuages où les gaz et les poussières se compriment pour former de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. Et lors de ce voyage à travers la Voie lactée, notre Soleil est accompagné de ces planètes, mais aussi de milliards de comètes lointaines. Et lorsque notre système solaire traverse un nuage interstellaire, la gravité du nuage a une influence sur les comètes les plus éloignées. Certaines d'entre elles sont expulsées dans l'espace interstellaire pendant que d'autres plongent vers l'intérieur et tombent vers le Soleil. Mais certaines peuvent entrer en collision avec les planètes. Et l'impact d'une planète avec une comète rocheuse projette des fragments dans l'espace. Et si cette planète en question possédait la vie comme ici, ces fragments seraient remplis d'un grand nombre de microbes vivants. Et après plusieurs milliers d'années, les débris de roches éjectés de la Terre pourront tomber sous forme de météorites dans les atmosphères de jeunes planètes dans un nuage interstellaire. Et si les microbes clandestins réussissent à être en contact avec de l'eau liquide, ils pourraient se réanimer puis se reproduire. Et c'est peut-être de cette façon que la vie s'invite dans les lieux déserts. Le Soleil émerge du nuage après avoir dispersé les graines de la vie parmi les nouveaux mondes de nouvelles étoiles. Et ces nouveaux mondes ensemencés de vie vont quitter leur nuage natal et prendre des directions différentes, puis par la suite, leur étoile les transportera à travers d'autres nuages interstellaires où ils pourront ensemencer d'autres nouveaux mondes. Imaginez ce processus se répétant de monde en monde, chacun apportant la vie à d'autres. La vie se propagerait comme une lente réaction en chaîne à travers la galaxie. Et c'est peut-être de cette façon que la vie est arrivée sur Terre. L'espace abrite-t-il d'autres êtres à notre image? Se pose-t-il les mêmes questions? S'ils existent, où sont-ils? Puis comment pourraient-ils manifester leur présence? Des civilisations plus évoluées que la nôtre ont peut-être déjà adopté un autre mode de communication, un mode qui nous reste encore à imaginer. Leurs messages tourbillonnent peut-être autour de nous, mais nos moyens ne nous permettent pas de les percevoir. Ou peut-être qu'aucune civilisation n'aurait été capable de survivre, mais ça, c'est pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager des théories scientifiques, bien sûr, sur l'apparition de la vie dans les commentaires. C'est ça, Blue Dot Futur. Vous connaissez le vaisseau Enterprise? Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que celui qui l'a conçu aurait bien fait de se casser une jambe. Mes amis, connaissez-vous le point bleu pâle, cette magnifique photographie qui a été prise par la sonde Voyager 1 de la NASA en 1990?
La sonde spatiale Voyager 1 éteignait ses caméras alors qu'elle était à plus de 6,4 milliards de kilomètres de chez nous. Mais avant, elle a pris un dernier cliché, peut-être l'un des plus importants de l'histoire des sciences, puis de l'histoire humaine également. Cette photographie est essentiellement sombre, avec quelques reflets colorés issus des rayons de soleil. Elle nous montre le vide cosmique. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on voit un petit point minuscule. Eh bien, c'est notre planète. La photographie est le résultat de la suggestion de l'astronome Carl Sagan de retourner l'appareil photo de Voyager vers la Terre, offrant une perspective profonde sur notre place dans l'univers. Et j'adore cette photographie, probablement l'une des plus magnifiques de l'histoire, venant comme un dernier regard avant de poursuivre sa route vers l'infini, dérivant à tout jamais parmi les étoiles. Et c'est fascinant de se dire en plus que le voyage de ces sondes continuera encore pour l'éternité et que même au bout des millions d'années, alors que toute trace de nous aura probablement disparu sur notre planète, ces vaisseaux seront toujours là comme un témoignage de notre passage dans l'univers. Et c'est alors que l'image inspire à Carl Sagan ce fameux texte culte publié en 1994 qui a littéralement changé ma vie. Et dans celui-ci, l'astronome et vulgarisateur baptise la photographie un point bleu pâle. Il poétise sur la sensation d'immensité spatiale dans laquelle notre planète paraît si petite. Et sur cette base, il ironise sur l'histoire humaine, relativise nos maux, nos désirs, nos craintes, puis il invite à l'humilité dans une envolée qui revêt une importance écologique fondamentale. Et vous, est-ce que ça influencera votre vie? Regardez ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Et dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, la somme de nos joies et de nos souffrances. Des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes, et tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères, mères, enfants remplis d'espoir, inventeurs et explorateurs, tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une scène minuscule dans l'immense arène cosmique. Songez aux rivières de sang déversées par tous ces généraux et empereurs afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'un recoin de ce pixel, aux habitants à peine différents d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre et comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leur haine est fervente. Nos postures, notre soi-disant importance, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, elles sont mises en perspective par ce point de lumière pâle. Et notre planète est une poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, rien ne laisse présager qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. À visiter, oui, mais s'installer, pas encore. Et que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous nous trouvons. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et forge le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. L'image de notre point bleu pâle restera gravée à jamais dans l'imaginaire. Ben oui, oubliez pas d'être Blue Dot futur. Et ça complète votre actualité spatiale chaude. La semaine à nous sommes toujours plus à faire partie de ce retour vers le futur. Oui. Merci pour votre présence et votre support à chaque semaine. Et comme disait Confucius cette semaine, quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Mais quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Et d'ici là, n'oubliez pas, les Perséides, le ciel d'Aou est magnifique. Propagez le Blue Dot autour de vous, souriez, vous êtes vivants, puis le futur, il commence maintenant. Une belle semaine à vous tous, on se voit la semaine prochaine. Adios, amigos! Autopilot activated.